Et comment ça se passe pour toi d'ailleurs, pour les personnes qui travaillent chez GitHub? Est-ce que vous avez une newsletter interne, des infos sur les nouveautés ou c'est comme tout le monde, vous allez regarder un petit peu ce qui se passe? On a la chance d'avoir accès en avant-première aux fonctionnalités, ça permet de tester. Maintenant, c'est vrai que il y a des j'ai des clients qui me demandent alors juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis solution engineer chez GitHub, mais justement, je vais voir les clients et des fois, on me demande: «Est-ce que vous avez une roadmap sur Copilot?» Alors, j'aimerais bien dire oui, malheureusement, c'est la roadmap la plus grande qu'on pourra avoir, c'est sur un mois. Il y a tellement de nouveautés, ça évolue pas mal, la concurrence aussi innove beaucoup, donc voilà, il faut aussi se maintenir. Donc voilà, c'est très dur de prévenir, de prévoir, disons, dans un mois ou 2 mois, qu'est-ce qu'on aura comme nouveauté, comme fonctionnalité. On a une vision globale, bien sûr, heu, on a la plateforme aussi, mais voilà. Côté copilote, c'est vrai que on innove, on a une direction, mais voilà, c'est beaucoup de choses à découvrir tous les jours. Je regarde un petit peu, on a Slack en interne et on découvre des nouveautés. «Ah, ils ont implémenté ça dans ci et là, ils ont implémenté ça, je vais tester». Voilà, mais c'est vraiment, on joue avec les outils qu'on a en interne, qui soient un petit peu, plus avancés et c'est comme ça qu'on apprend. Super. Bah, écoute, de toute façon, on va pouvoir, en parler. On va faire un micro tour de table, on n'est pas nombreux tous les 2 et comme je le disais tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à poser des questions en live sur ce qu'on va présenter. Moi, j'en aurai pour toi, je pense, de toute façon, Guillaume, pendant que tu vas présenter des choses. Bien sûr. Donc on va essayer de discuter un petit peu de ça. Le sujet, pour rappel, c'est assez simple, c'est je démarre avec, l'IA, j'ai mon projet avec du legacy ou je suis sur un projet neuf. Qu'est-ce que je dois faire pour optimiser un petit peu le contexte, des agents IA que je vais utiliser et donc avoir des résultats du code généré qui correspond réellement à ce qu'on veut dans notre entreprise ou dans notre équipe? Ce qu'on aime bien dire souvent, c'est que, voilà, si vous utilisez des outils, que ce soit Claude, Copilot ou autre d'ailleurs, seuls, sans personnaliser votre contexte, vous allez avoir des résultats assez moyens et pour gagner en productivité, vous n'allez pas pouvoir, casser le bottleneck de la revue de code. Vous n'allez pas pouvoir faire confiance dans le code qui est généré. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver avec un copilote vraiment façonné, à l'image de notre équipe? On va essayer d'y répondre aujourd'hui. On va démarrer. Du coup, je te laisse te présenter, Guillaume, en quelques mots. Merci. Donc, Guillaume Gingonnet et je suis, solutions engineer chez GitHub. Donc je vais voir, pas mal de clients. Je leur fais découvrir la plateforme GitHub, bien sûr, mais surtout Copilot. Qui offre pas mal de possibilités. Après, le but, c'est vraiment d'être agnostique, hein. On va parler de fonctionnalités qui, au final, marchent avec Copilot, mais aussi avec pas mal d'autres outils. Donc c'est ça qui est important aussi, et voir un petit peu les bonnes pratiques ensemble. Moi, ce que j'ai vu chez mes clients, ce que moi j'utilise aussi. Chacun a sa propre expérience, donc c'est effectivement en fonction des contextes, en fonction, si on est en équipe, si on travaille tout seul, ça peut être aussi différent. Donc ouais, ça peut être intéressant d'en discuter aujourd'hui et j'en profiterai aussi pour montrer un petit peu, l'écosystème, un petit panorama de copilotes, hein, voir tout ce qui est disponible, pour vous aider justement dans la gestion des contextes, pour vos projets et bien sûr ensemble avec Arthur, on verra, un petit cas concret. Très bien et effectivement, ouais, c'est pas mal parce qu'on observe une sorte de standardisation sur le contexte engineering, sur, les manières de communiquer avec les agents. On voit que ce soit Cursor, Copilot, Claude et cetera, tout le monde s'aligne un petit peu justement sur la manière de faire. Donc c'est pas mal, c'est le bon moment de prendre ça en main et ça coûte pas très cher. D'ailleurs, ça coûte moins cher en token après, d'avoir justement des bons résultats, avec ces outils-là. De mon côté, du coup, moi, je suis Arthur Mann, je suis le CPO cofondateur de PackMind, qui est une solution open source pour faire du context engineering et justement aider à utiliser toutes ces capacités de copilote ou des différents agents, à intégrer votre contexte et à le mettre à jour, surtout avec votre équipe, le faire grandir dans votre entreprise. Donc, on verra un cas concret, pas poussé sur la partie scale, mais plutôt sur comment est-ce qu'on démarre et comment est-ce qu'on fait en sorte de maintenir à jour justement ce contexte? Parce qu'on le répète assez souvent, mais pour nous, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Guillaume d'ailleurs, mais pour moi, ce contexte pour les agents IA en 2026, il est plus important que le code lui-même, vu que le code va être généré par les agents de plus en plus. Qu'est-ce qui permet à ces agents de générer du code? C'est le contexte qu'on va lui donner en entrée. Je ne sais pas quel est ton point de vue sur ça d'ailleurs pour,
lance la discussion. Il y a 2 choses, en fait, il y a le contexte et la documentation. Les 2 sont importants, et justement, faut pas forcément confondre les 2. Heu, on en reparlera aussi, alors je crois que ta vidéo a sauté. Heu, en tout cas, tu es toujours avec nous? On sonne. Oui, oui, toujours. Si ça saute, c'est que mon Heu, réseau est pas assez bon, mais je suis toujours là. ah, sans l'image. De toute façon, on va partager quelque chose, mais oui, concernant ce qui a de la valeur, alors jusqu'à maintenant, c'était effectivement le code, mais au final, maintenant qu'on a des bonnes specs, on a de la bonne documentation, on a un bon contexte pour les agents, au final, on peut reproduire, dans n'importe quel langage. Au final, peu importe le code qui est généré en soi, c'est vraiment le résultat qui compte, le résultat, la valeur du business, qui est créée. Donc c'est ce que je vois pas mal, chez les clients, en fait. On a, une mouvance vers, voilà, on met plus de temps sur la documentation, sur la préparation, mais on gagne du temps sur l'implémentation. C'est ça aussi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous montrer justement, on avait discuté un petit peu avant, ton petit projet perso qui, est hyper intéressant sur, justement les différentes couches de contexte? Parce qu'en fait, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce contexte? Donc quand tu parlais d'ADOC, ça peut être, justement toutes ces pratiques de nos équipes sur la partie maintenabilité et cetera. La question, c'est comment est-ce que je peux communiquer avec, Copilot ou les différents outils? C'est quoi C'est les ça. manières qu'on a justement de communiquer avec ça? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de configurations, ça peut un peu faire peur et justement là, je vais juste, lancer Copilot CLI. Donc voilà, c'est pas dans VS Code, mais c'est pareil dans VS Code aussi. Et là, ce qu'on peut voir, c'est une petite chose intéressante, c'est quand je lance Copilot sur mon projet, il est en train de charger 9 custom instructions, 2 serveurs MCP, 13 skills et un agent, plus VS Code qui est connecté directement à mon CLI en plus. Ça, c'est une petite fonctionnalité GitHub. Donc ça fait beaucoup. Là, c'est sur mon projet, il est déjà configuré, donc ça marche plutôt bien. Maintenant, quand on est sur un nouveau projet, on peut se poser la question: «Bah, je commence par où? Est-ce que j'installe un serveur MCP? Est-ce que je mets des skills? Est-ce que je fais des custom, prompts aussi?» Ça fait beaucoup de choses, et on n'est pas forcément au courant de tout et justement, tu parlais d'un petit projet, que j'ai fait, qui est dans le coin, hop, qui est là. Il s'appelle le Copilot Panorama. Heu, c'est quoi? C'est justement, comme le nom l'indique, c'est un panorama des différentes configurations possibles. Spécifique à Copilot, donc GitHub Copilot, bien sûr, mais sachant que vous allez avoir des équivalents dans les autres outils, que sur Claude ou autre, je suis sûr qu'il y a des équivalents avec des noms différents, mais qui font la même chose. Donc là, le but de cette page, qu'on va partager je partage juste le lien qui est, plus générique, donc si jamais le lien change, c'est celui-ci, Oui. hem et qui permet de voir un petit peu, bah, les différentes configurations, et notamment les instructions. Ça, c'est la première chose, qu'on va faire en général sur un nouveau projet. Ça va être les instructions générales du projet, comme ici. Vous allez voir sur la page, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez voir le détail, où est-ce que c'est configuré. Là, en l'occurrence, c'est dans .github. Ça peut être un claude.md à la racine aussi, mais là, c'est spécifique pour GitHub. Mais encore une fois, ça fonctionne de la même manière et d'ailleurs, un des avantages de Copilot, c'est que c'est compatible avec toutes les configurations, même autres que Copilot. Donc si vous avez des configurations de type Claude, agents.md, c'est aussi compatible. Là, c'est juste pour être spécifique, à GitHub Copilot. Et donc là, vous avez la documentation qui va avec. Mais voilà, c'est le contexte, always on context. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez communiquer avec le LLM, vous allez lui transmettre ce fichier-là à chaque fois. Sauf effectivement, vous avez les custom instructions ici qui vont être spécifiques à des langages, à des folders, mais de manière générale, à chaque fois que vous faites un message à Copilot, ça va être envoyé à chaque fois. Ça, c'est la Il y première avait une chose. personne, Oui, justement à GitHub Universe, tu sais, à San Francisco, il y avait un des responsables de VS Code qui nous avait montré une fonctionnalité de VS Code intéressante qui est que tu peux loguer, enfin afficher les logs des conversations que tu as justement avec, GitHub Copilot. Je ne sais plus comment on fait avec VS Code, je ne sais pas si tu as l'info, mais, je l'ai pas forcément ici, mais effectivement, il y a moyen d'avoir les logs, voilà, sur c'était sur intéressant. ouais, Alors on pourra retrouver plus tard, hein, mais là, c'était intéressant Advanced parce Debug que Logs, voilà. ah ouais, voilà, Faut et l'activer, en alors je fait, vais pas quand l'activer, mais tu oui. ouais, c'est ça, il faut l'activer dans les options et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis à ton agent, par exemple: «Rajoute un point virgule à la fin de cette ligne»,
tu peux te rendre compte que tu as 5000 lignes ajoutées avec toute ta doc, ton archi et cetera et à la fin, tu as ajoute un point virgule. Donc là, tu te rends bien compte à quel point l'agent peut être noyé sous les instructions et donc ça peut faire exploser sa contexte window et derrière, bah, évidemment, tu as des résultats qui commencent à pu être très Mmh. pertinents par rapport à ce que tu avais. Il C'est faut ça, faire attention, c'est ça, à ces instructions. c'est exponentiel. Il faut garder en tête qu'un LLM, ça a pas d'historique. Ça va Vous, localement, dans VS Code ou dans CLI ou dans Claude, vous allez voir l'historique. Mais le LLM, lui, il connaît pas l'historique. Donc à chaque fois, en fait, on renvoie tout l'historique qui va avec, plus le contexte en plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, voilà, optimiser un petit peu tout ça, pour pas, exploser la fenêtre de contexte, justement. Ça fait partie des limitations des LLM. Donc en fonction des modèles, ça va de 128 à 1 million de tokens. Heu, Après, c'est pas parce que c'est plus gros que c'est mieux, on en reparlera aussi. Mais voilà, c'est garder ça en tête, et ça fait partie justement des fichiers de configuration qui vont être envoyés à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi l'optimiser. Ne pas confondre un fichier d'instruction avec de la documentation, par exemple. Voilà, ça c'était juste, cette partie-là. Ensuite, Tu on tu va mets q tu mets oui, quoi dedans, du coup, concrètement sur ces fichiers alors d'instructions? Si tu dis que tu mets pas la documentation, est-ce que tu le on peut mettre les liens vers la documentation déjà, au lieu de OK. polluer, ce fichier-là. Mais surtout on va rester simple, on va rester sur, une petite page A4, avec explication du projet, par exemple, à quoi sert mon projet? Pour qui? Pourquoi? Rester succinct en disant effectivement, c'est fait pour des développeurs, est-ce que c'est fait pour un business particulier? Ou expliquer le contexte. Et ensuite, peut-être, aussi aller dans, l'organisation du projet. Comment est-ce qu'il est configuré? C'est-à-dire, est-ce qu'on va être hébergé sur Azure? Est-ce qu'on va avoir du Cloudflare? Mmh. Est-ce qu'on va avoir certaines technologies spécifiques pour un petit peu le guider déjà sur, comment est implémenté le projet? Aussi, ce que j'aime bien faire, c'est peut-être aussi lui donner, une arborescence. Dans tes répertoires, tu vas retrouver les fichiers, qui sont liés au front-end. Dans celui-ci, le back-end, et cetera, pour qu'il puisse se retrouver facilement. Il peut le faire tout seul, bien sûr, mais bon, ça va l'aider, au début, en tout cas. Heu et au final, peut-être avoir quelques bonnes pratiques aussi, des standards, en disant effectivement, bah, pour les tests, on va utiliser tel ou tel framework. Heu, mais tout en restant simple, hein, pas aller dans le détail. Après, on verra qu'il y a d'autres fonctionnalités comme les skis, pour aller plus loin. Mais en tout cas, dans les fichiers d'instructions, je resterai très simple, pas besoin de faire, des romans. Rester succinct et pas mal de choses, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais voilà, rester simple parce qu'après il y a d'autres fonctionnalités. Donc là, on a les custom prompts, on a les custom agents et on a les skills. Et là, j'ai beaucoup de clients qui me disent: «Mais quand est-ce que j'utilise les prompts? Quand est-ce que j'utilise les skills? Quand est-ce que j'utilise les custom agents?» Il y a pas de réponse unique. Tu vas Parce que décevoir du monde. voilà, mais ça va dépendre déjà de ce qui est déjà configuré. Donc, si vous avez déjà des custom agents, donc c'est très bien, mais ce sont des standards comme les skills, qui sont partagés avec Claude, par exemple, mais qui ont peut-être des fonctionnalités qui vont être redondantes avec les custom agents aussi. Donc c'est pour ça, ce sont des fonctionnalités qui sont assez récentes. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des confusions ou même en fonction des les fonctionnalités elles-mêmes de ces fichiers-là. Bah, ça se marche un peu sur les pieds, hein. Je sais pas toi ton expérience Arthur, mais voilà, c'est des fois un custom agent, un skill, ça fait un peu la même chose au final. Donc, Ouais, je moi, pense j'ai beaucoup que la question sur, les prompts qui étaient en fait, pour tout le monde, hein. Quand on crée un prompt, on peut l'invoquer avec, le slash. On peut dire, slash, extract component, par exemple, il va le faire. Et maintenant, depuis pas très longtemps, peut-être même 1 ou 2 mois, les skills permettent de faire la même chose. Donc pour avoir un skills qui s'appelle voilà, extract component, qui est mieux structuré, que tu vas pouvoir invoquer avec un slash, comme ce que tu as mis ici, slash security review, ça pourrait être un skill. c'est ça. Et j'ai l'impression que, plus ça va et plus les prompts sont en train de disparaître au profit des skills. Je sais pas ce que tu en penses? Ou si tu as C'est pas des qu'une impression, insights, c'est pas qu'une impression. OK. Ça faisait partie des fonctionnalités de GitHub Copilot au début, avant les skills justement. C'est un peu un précurseur des skills même. Mais c'était vraiment, limité, effectivement, c'était, à la demande qu'on faisait un slash, la commande. Donc par exemple, si je suis, dans VS Code qui est, par ici, hop, j'ai mon petit chat ici. Là, je peux faire un slash, j'ai toutes les commandes classiques, mais tout ce qui est dans les prompts de GitHub, bon là, évidemment, je n'ai pas forcément.
si j'ai les code review et cetera, on va les retrouver dans les slash commandes ici. Et c'est vrai que maintenant qu'on a les skills qui font la même chose, mais qui en plus d'être invoqués manuellement, peuvent être invoqués par le LLM directement. Et c'est là où c'est intéressant. Heu, je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu les skills ou? Bah, effectivement, il y a une question dans le chat, enfin Jean-Jacques qui dit, «C'était pas les commandes plutôt que les prompts?» Alors chez Claude, ça s'appelle les commandes, chez Cursor, ça s'appelle les commandes, mais chez Copilot, ça s'appelle les custom prompts. Mais c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. C'est ça la difficulté aussi dans ce monde de d'IA avec tous ces outils, il y a aussi des nomenclatures différentes. Donc, il y a les rules pour les instructions, par exemple, et comme tu dis, effectivement, les prompts, les custom prompts, voilà, voilà, ça peut porter à confusion, mais c'est pour ça, là, le panorama est vraiment spécifique à GitHub, mais il y a souvent des équivalents dans les autres outils. Donc je vous invite à regarder un petit peu leur documentation. Hem, ouais Et et les skills, justement effectivement, c'est un standard maintenant, donc c'est vraiment voilà, pour la le coup, même c'est un vrai standard. forme Le partagée même pour nom, tout le monde, ouais. voilà. Et justement là, ce que j'ai sur le panorama ici, c'est aussi Browse Community Content. C'est là où ça devient intéressant, c'est parce que c'est open source. Donc le standard est open source, mais aussi les gens partagent ce qu'ils ont fait sur notamment les skills ici. Donc là, on est sur ce qu'on appelle Awesome GitHub Copilot Repository. Donc là, maintenant, on a une belle interface en plus, qui permet de voir un peu ce qu'ont fait les autres. Il y a là, c'est les skills, mais ça peut être la même chose avec les custom agents ou avec les instructions ici. Donc vous retrouvez un petit peu, bah, tout plein d'exemples. Donc vous partez pas de zéro, c'est ça qui est pas mal. Mais après, on verra justement avec Pacman que l'intérêt, c'est d'adapter ces fichiers-là à vos projets et c'est là où ça devient beaucoup plus puissant. Tout à fait. Et les skills, du coup, effectivement, l'intérêt, comme tu disais, c'est qu'ils vont pas polluer la contexte window parce que l'agent va charger dans son contexte que le nom et ce qui s'appelle le front matter du skill, donc ce qu'il y a en tête en fait, dans la description du skill, et il va le charger s'il en a besoin. Ce qui amène une autre problématique qui est que des fois, il ne va pas le charger alors qu'il en aurait eu besoin. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut d'ailleurs dire tout seul à Copilot, tu aurais dû charger le skill, tu ne l'as pas fait, modifie la description, ce que tu as en haut, Ça pour, remplace le qu'il le front mature. charge dans ce cas-là. Tout à fait, ouais. Mais là, c'est intéressant parce que ça fait que si tu as peut-être même une centaine de skills, ça va peser presque rien sur la contexte window. Par contre, tu sais qu'en fonction des tâches que tu vas faire avec Copilot, il Mmh. va être capable d'aller en charger un, qui va peut-être en charger un autre, qui va peut-être en charger un autre si jamais il y a besoin. Ça va un peu fonctionner comme ça en mode, graphe. D'où l'importance de la description. Heu, voilà, c'est pour qu'il puisse le LM puisse le récupérer, il faut qu'il puisse comprendre quand est-ce qu'il doit l'utiliser, d'où la description ici. Donc si elle est pas claire ou explicite, ouais, il va pas forcément le faire automatiquement. Pensez à ça. Tout à fait. Ouais et justement, ça évite de là, j'ai pas mal de fichiers et justement les skills, c'est intéressant, c'est que c'est pas juste un fichier, c'est aussi des références, ça peut être des scripts aussi. Donc voilà, c'est pas juste un fichier. Donc ça peut être pas mal d'automatisation, des documentations en plus, qui évite de surcharger, les instructions standards qu'on avait au début, et qui sont ici, par exemple. Donc là, On a un bon, exemple avec un client qui utilise un skill pour le design system et dans le dossier référence, il y a un fichier par composant. Donc, il va y mmh, avoir, le bouton, il va y avoir les formulaires, des trucs comme ça et à chaque fois dans le fichier, en fait, c'est du markdown où on retrouve le corps du composant, mais aussi, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quelles sont les particularités, c'est quoi les règles d'accessibilité à mettre en place en fonction de mmh, la page sur laquelle on est et cetera. Donc c'est ça qui est bien, c'est avant on avait un peu peur, j'ai l'impression avec les instructions de mettre trop de choses, comme tu disais, il fallait que ça loge sur une feuille à 4. Et en fait, grâce au skill et à ce système d'arborescence, on peut vraiment avoir des choses très complètes, enfin, vraiment des choses très complètes pour, que l'agent puisse avoir, bah, tous les principes. Ouais, comme tu as ici des voilà. liens vers tout ça, ouais. Alors pour le coup, là, c'est des instructions, parce que ça, c'est mon projet Mmh. perso, par exemple. J'ai une description, j'ai des liens vers la doc, source de vérité. J'ai quelques specs très spécifiques et j'ai la structure du projet, par exemple. J'ai quelques commandes pour lancer les tests, pour lancer l'application. J'ai aussi quelques règles en disant: «Attention, à chaque fois, tu utilises le context7, c'est un serveur MCP pour récupérer la doc». Toute la doc se fait en format Mermed et cetera. Donc j'ai simplifié récemment, donc voilà, c'est pas vous voyez, il y a pas beaucoup de choses non plus. Juste quelques exemples, quelques commandes standards. Là, c'était un bug que j'avais, j'ai été obligé de faire ça.
Mais globalement, oui, il y a pas grand-chose, hein. Il y a pas beaucoup de texte, juste quelques liens et l'infrastructure, de manière générale avec, React 19, quelques frameworks, mais c'est tout. Après Il y justement, avait on va un aller dans les article, il y avait un article de Vercel, tu sais, qui était sorti pour, mmh, dézinguer un peu les instructions autogénérées par les agents, en disant: «Beh, si tu demandes à ton agent», donc à Copilote, «Génère-moi toutes tes instructions qui vont expliquer comment fonctionne le projet», en fait, il va te faire beaucoup de texte, qui va paraphraser le code, donc tu auras un peu, 2 sources de vérité. Et ce qu'ils voyaient en résultat, c'est que, bah, tu avais 20 de consommation de tokens en plus sur tous les appels et les résultats étaient quasiment similaires. Et donc ça mettait en avant, en fait, ça mettait pas en avant le fait qu'il fallait pas faire ça. Ça mettait en avant le fait que ces instructions, il faut justement qu'il y ait des choses qui viennent des humains et de ton contexte à toi. Par exemple, comme tu disais, sur quoi ça va être déployé, sur quelle architecture, c'est pour quel type de client, et cetera. Tout ça, en fait, c'est pas forcément dans le code, mais tu peux l'expliciter assez facilement. Et ça, c'est des choses intéressantes. C'est là où l'expertise humaine, elle est intéressante parce que, bah, on va aider à guider les agents avec justement les bonnes informations. et là, je vois une question justement, les guidelines, Git, nomenclature des branches et des commits, c'est plutôt tu la place dans les instructions, dans les skills? Et ça, c'est une autre question. Personnellement, je les mettrais dans les skills. Pourquoi? C'est pas à chaque prompt que Copilot ou votre agent va utiliser Git, d'accord? Donc c'est seulement le moment où il va avoir besoin de committer, qu'il va avoir besoin de cette information-là. Donc autant avoir une skill qui va être à la demande, plutôt que de polluer le contexte. Donc dans ce cas-là particulier, j'irais sur, une skill, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses Arthur, mais, dans le cas des Ouais. guidelines de Git, voilà, qui sont spécifiques à un langage ou à un outil, j'irais plutôt vers des skills. Alors, on peut se dire en fait, est-ce que l'agent a besoin d'être au courant tout le temps pour Mmh, chaque discussion, de, c'est ça. ces guidelines sur des branches et cetera? La réponse là, c'est évidemment non. Donc effectivement, à ce moment-là, j'irai plus vers les skills. Comme tu dis, ce qui est compliqué, c'est que tu le mettes dans les skills ou dans les instructions, ça va marcher. Tu peux même faire un custom prompt si tu veux et cetera. En fait, ça se marche un peu dessus. Par contre, à l'échelle, quand vous avez, plusieurs développeurs, plusieurs équipes et cetera et qu'on part de 6 mois, 1 an sur des gros projets, là, ça va faire une différence énorme si, en fait, vous avez tout mis dans les instructions. Ça va consommer beaucoup plus de tokens, ça va peut-être pas être pertinent tout le temps et cetera. Donc l'impact, il est quand même assez fort parce que c'est pas non plus, gratuit évidemment d'utiliser tout ça. Ouais, et justement, j'en profite parce que je vois d'autres questions, sur, comment partager les skills et les agents de manière pertinente à mon équipe? Je pense que c'est une belle question Ah, pour c'est une toi. très bonne question, Julien, ouais. On y reviendra après justement quand on va montrer un exemple concret. C'est justement ce qu'on essaye de faire avec Pacmind, c'est, permettre aux équipes de structurer ces contextes de manière professionnelle, on va dire, industrialisée et donc de le partager facilement à l'équipe et de les maintenir à jour aussi facilement. Donc je montrerai en démo, plus tard, ce que ça va donner. Voilà, et il y a un autre débat, genre bon, je déballe les questions, je sais pas si c'est OK, mais, Oui, parce que justement, vas-y. c'est très pertinent là. Vous préconiseriez d'utiliser plutôt des CLI ou des MCP dans les skills notamment? C'est un débat. C'est vrai qu'il y a un j'en parlais à Arthur hier, en préparant et on parlait de ça, des CLI versus MCP. Parce qu'au final, comme, le skill a accès à des outils sur la machine, en terminal, heu, pourquoi utiliser un MCP au lieu de la CLI? Un outil, un exemple, je sais pas, Azure par exemple, AZ, c'est un outil local qui est installé et il y a le serveur MCP. Les 2 sont disponibles et ils font la même chose au final. Donc voilà, il y a une question de contexte peut-être. Je crois que la MCP veut peut-être bouffer un peu plus de tokens. Je sais pas, il y a pas de c'est pas encore clair, je pense, au niveau des résultats, mais Alors nous, on a migré, on avait un serveur MCP pour Pacmind qu'on a déprécié au profit de Skills qui explique comment utiliser la CLI localement du coup. Et on a vu effectivement qu'il y a beaucoup moins de consommation de tokens. Et je crois que pour nous, c'était presque en x10, hein, la ah ouais. consommation, parce qu'on avait des. En fait, quand tu commences à avoir beaucoup de tools MCP avec beaucoup de descriptions, c'est énorme ce que ça charge dans un contexte Windows. Et le MCP, il l'utilise pas tout le temps comme il faut et pas tout le temps bien. Alors que la CLI lui donne un feedback direct. Par exemple, s'il essaye d'utiliser une route qui n'existe pas ou qu'il a une réponse, en fait, ça lui donne une boucle de feedback. Donc, il va lui dire, bah non, tu n'es pas connecté. Bon, ben, OK, ben, j'utilise CLI login, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on s'est mis à utiliser beaucoup la CLI et les skills. Et il faut utiliser le MCP dans d'autres use cases, en fait. Plutôt
je veux interconnecter différentes applications ensemble dans un workflow, par exemple sur GitHub, et cetera. Je veux appeler Pacmind avec un @pacmind depuis GitHub, bah là, on a le serveur MCP, c'est plus simple que de passer par la CLI, et cetera. Donc ouais, ça dépend vraiment des use cases, en fait. Effectivement, donc ça va prendre des cas d'usage, peut-être l'aspect sécurité aussi, à devoir à prendre en compte. On sait tous que, le S dans MCP, ça veut dire quoi? Sécurité. Donc Ouais. désolé pour la blague, mais Ah, il y a une autre hem, question, est-ce qu'il y a des moyens de récupérer des compétences des agents copilotes communautaires et accessibles de manière sécurisée? Alors le début de la question, oui. La fin de la question, de manière sécurisée, ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si tu as des on va parler de pointeurs ou des sécurité avec la serveur MCP, on est sur la même problématique. Vis Trust but verify. Quand vous téléchargez des MCP ou des skills, c'est les mêmes principes. Il faut lire, il faut voir ce qu'il y a dans le code source, il faut voir ce que ça fait, heu, j'ai même plus en tête les histoires qu'il y a eu avec des skis, qui étaient vérolés, hein, mais voilà. Faites attention toujours, sécuriser, c'est surtout avec l'IA et cetera, c'est pas le plus facile. Heu, il y a pas de, formule il y a pas d'outil magique, il y a des je crois qu'il y a des scanners qui font ça d'ailleurs, qui vont analyser peut-être les skills. ouais, Heu, ça commence à arriver. En fait, on ouais. commence à avoir, les mêmes capacités sur les skills et les instructions que ce qu'on a sur le code, c'est-à-dire des manières de les tester, des Mmh. manière de, vérifier leur performance, et cetera. Je crois, Donc c'est voilà, en tu vois, train d'arriver, ouais. il y a des audits de sécurité sur les skills, là, je suis sur Ouais, le skill. skills.sh. Mmh. C'est un autre endroit où vous pouvez télécharger des skills. Là, après, il y a des audits de sécurité. Après, je sais pas ce que ça vaut, heu, mais ouais, c'est à prendre en compte. Ouais, c'est en train d'être développé, on va dire, cette partie-là. Alors, c'est pour ça aussi que nous, on essaye de préconiser aux équipes plutôt de créer leurs propres skills. C'est très facile de le faire maintenant avec les agents, quitte à s'inspirer, comme tu disais, de skills existants dans Awesome Copilot, en disant, bah, tiens, j'ai un skill. Mais dans l'exemple que je vais montrer justement après, on va faire cet exemple-là, en fait. On va partir justement de quelque chose qui nous intéresse sur le web et on va lui dire, bah, crée-moi par rapport à mon projet un skill ou des instructions qui correspondent à ça. Et comme ça, il va faire quelque chose de spécifique qu'on va pouvoir review, qu'on va pouvoir valider. Et donc, on va se retrouver en quelques minutes à avoir quelque chose de beaucoup plus customisé, qui va être beaucoup plus impactant. Et ça nous évite de prendre en copier-coller un truc qui vient du web où justement on n'est pas sûr de ce que ça fait. Exactement. Je vais te rendre la main, là. Ouais, est-ce que tu avais une petite partie aussi peut-être sur les hooks? J'ai aussi des Ah oui, questions sur hop, des gens qui me partagent justement des oui. questions sur les hooks. Alors, il y a aussi la question de custom agent versus skill. Voilà, c'est vrai que moi, j'ai tendance à utiliser pratiquement que des skills. On utilise presque plus des custom agents. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a encore quelques utilités avec les custom agents. Pourquoi? Parce qu'on peut quand même spécifier, des outils auxquels l'agent a droit a droit, d'accéder ou non, et des serveurs MCP qui sont aussi inclus dans le custom agent. Donc ça, c'est pratique. Donc on peut définir ce genre de choses. Même le modèle aussi, on peut définir, quel modèle il utilise, quel outil, MCP il va utiliser. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas maintenant, en tout cas, moi personnellement aussi je le vois, bah, j'utilise principalement que des skills. Mmh. C'est vrai qu'avoir une persona, c'est bien, mais au final, la perso la le custom agent est appelé par l'utilisateur. Après, ça peut être appelé par des sous-agents aussi, c'est possible. On peut demander à Copilot CLI, de lancer, une flotte d'agents ensemble, notamment avec des custom agents en disant: «Bah, gars, j'ai mon expert sécurité, il faut qu'il fasse un audit. J'ai mon expert qualité du code, il va faire un audit en même temps, en parallèle». Ça, c'est possible. Ça peut être un cas intéressant pour les custom agents. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que, bah, les skis, ça suffit. Donc restons simples, je dirais, plutôt que de diversifier avec des prompt files, des custom agents, des skills. Je sais pas ce que tu en penses aussi, mais je dirais restons simples et restons sur ce qui marche plutôt bien au final, les skills. Encore une fois, ça dépendra des projets et des équipes, hein, mais les skills répondent à pas mal de problèmes directement. Ouais, c'est déjà assez compliqué comme ça de suivre tout ce qui se passe. Les skills, on voit que c'est un standard qui a vraiment émergé et qui est disponible maintenant partout. Donc effectivement, je dirais plutôt que Mmh. c'est intéressant.
Et comme il y a pas de Heu, standard sur les custom agents ou les prompt files ou tout ça, voilà, c'est encore une raison de plus peut-être pour aller vers les skills. Tout à fait, ouais. Et tout ça, en fait, ce que tu as, au-dessus, c'est des choses qui permettent de donner des instructions en amont à l'agent. Donc là, on se positionne avant la génération du code. On lui donne le maximum de contexte pour que le code généré corresponde justement à ce qu'on veut. Mais évidemment, ça ne nous garantit pas, vu que les LLM ne sont pas déterministes, que, ça va bien fonctionner et puis que tout va être bon derrière. Et donc, on passe un peu à l'étape d'après qui est une fois que le code est généré, qu'est-ce qu'on peut mettre comme garde-fou? C'est ce qui s'appelle aussi le harness engineering, hein, c'est, voilà, Ouais. essayer de migrer, enfin d'utiliser à moitié du déterminisme, du non déterminisme, des linters, des tests, du typage, des choses comme ça. Et il y a les Alors, hooks, effectivement, il y a différentes choses, ouais. tu as dit un truc important, c'est que les LLM ne sont pas déterministes. Ne sont pas déterministes. Pardon. Et donc, vous avez beau mettre des choses dans les instructions, bah, il se peut que même si vous étiez très clair dans les instructions, il ne va pas le prendre en compte pour telle ou telle raison. Ça peut dépendre du modèle, ça dépend de l'historique qu'il y a derrière, de la taille du contexte, plein de choses. Et donc, il y a toujours une petite chance qu'il ignore. Heu et pour justement, avoir quelque chose de déterministe, en français, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des hooks. Et là, pour le coup, alors c'est pas un standard entre les différents outils, mais le principe est le même. On a des hooks sur VS Code et donc sur Copilot aussi. Je crois qu'il y a la même chose, hein, sur Claude, tu me diras, mais je pense que oui. Ouais, ouais, ouais. Donc le but, c'est quoi? C'est de manière automatisée, lancer des commandes avant la session, après la session, une fois qu'on a exécuté une commande ou autre. Dès qu'on utilise un outil, par exemple ici, MCP par exemple, on va pouvoir exécuter une ligne de commande, d'un outil que vous avez, soit pour faire de l'audit. Ça peut être intéressant justement pour, loguer un petit peu, tout ce qui se fait, sur les clients, ou d'automatiser des tests. Par exemple, à la fin de la session, bah, automatiquement, il lance les tests. Pourquoi pas? Je sais pas si tu as d'autres cas d'usage justement pour ça? Non, nous, c'est vrai qu'on va les utiliser pour, vérifier à la fin des sessions s'il n'y a pas des apprentissages à avoir, Mmh. du type, l'agent s'est fait insulter parce qu'il avait fait quelque chose de mal. On peut utiliser un hook pour lancer un skill qui va vérifier la session et capturer des apprentissages intéressants. Donc en fait, nous, on utilise plutôt les hooks pour, déclencher un skill et avoir des choses derrière. Mais effectivement, tu pourrais dire, bah, j'ai un hook qui va lancer le linter, qui va exécuter les tests dans tel cas, et cetera, et qui va vérifier si, tout est bon. Ou qui peut lancer un prettier, par exemple, pour reformater le code. Ouais. Ça peut être ça. Donc voilà, ça peut être intéressant. On va pas parler des agentic workflow aujourd'hui, c'est pas le but, hein, mais voilà, c'est autre chose pour automatiser les workflows. Là, on n'est pas vraiment sur le code directement, mais sur les workflows dans la plateforme GitHub. On pourrait faire une autre session un autre jour, sur ça, mais voilà. Je pense Tout à fait. on a fait pas mal de tours un petit peu. Ah, il est là, justement, on a ce qu'on appelle les plugins aussi, c'est l'équivalent, de Claude aussi, qui marche sur Copilot, CLI, dans lequel on peut packager des MCP, des skis, un peu tout ce qu'on a vu avant et des hooks aussi, directement dans un petit fichier, zip, là, c'est configuré en JSON, mais ensuite qu'on peut distribuer sur des marketplaces ou autres ou, un peu comme sur le GitHub Awesome, Copilot ici, hop. C'est des plugins, bah, prêts à l'emploi, à installer directement plutôt que d'installer manuellement un Hooks, un serveur MCP et des skis, qui sont, un petit peu partout. Bah, là, on a un package. C'est une manière de distribuer, mais encore une fois, où c'est là où je pense où Pacman a une vision intéressante, c'est que c'est, adaptable en fonction du projet et ça va s'auto-corriger, hein. Je sais pas, tu me dis si je me trompe? Ouais, tout à fait, ouais. L'idée, c'est que ça en fait, l'idée, c'est que techniquement, regrouper des skills ensemble ou des instructions ensemble, c'est la bonne manière de faire. Dans un premier temps, bah, justement, j'étais avec une équipe aujourd'hui où ils ont créé, sur Git des, repos qui contiennent les instructions et les skills. C'est souvent ce qu'on voit, en fait, ce que je disais, il y a différents niveaux. Il y a le niveau, on utilise les agents, mais sans mettre d'instructions, et cetera. Il y a le niveau 1 qui est, je mets en place des instructions et puis chacun le fait un peu dans son coin, puis c'est la foire et c'est bien pour tester. Il y a le niveau 2 qui est, on a créé un repo Git centralisé où on met
en vrac tous nos skills, instructions, et cetera. Donc, ça nous permet de se départager un petit peu. Mais la gouvernance est compliquée, la mise à jour est compliquée et en fait, on va avoir des trucs un peu standards au bout d'un moment qui vont se périmer un petit peu tout seuls avec le temps. On avait la même problématique avec les marketplaces, de bonnes pratiques, des documentations dans le temps, hein, avant que l'IA soit là. Et il y a le niveau, optimal, on va dire, qui est plutôt de, créer une vraie gouvernance autour de ça en se disant: «Bah, comment on fait pour automatiquement les mettre à jour? Comment on fait pour valider justement le cycle de création?» et cetera. Et donc c'est plutôt ce qu'on propose avec Pacmind d'ailleurs, qui est open source. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté future de proposer une même nomenclature d'arborescence avec les autres entreprises cloud, par exemple, qui permettrait d'éviter d'avoir des agents et cetera? Bonne question. Alors justement, en fait, Claude, ils sont très bons pour faire des standards. Mais au niveau de la nomenclature, ils sont pas très ouverts, c'est dommage. Donc ils supportent que les Claude.md, par exemple. Alors je vais vendre un petit peu ma boutique, mais on a la chance avec GitHub Copilot, c'est qu'on a bientôt, bien sûr, nos standards que je montre ici. Mais la plupart des outils que ce soit Copilot CLI ou VS Code sont aussi compatibles avec les agents.md, Claude.md ou même si vous avez des skills dans le répertoire Claude classique, il va aussi les prendre en compte. Donc voilà, on essaie d'être un petit peu agnostique de ce point de vue-là. Heu, mais il y a c'est compliqué de mettre tout le monde autour de la table et de se mettre d'accord. Mais en tout cas, nous, on essaye de rendre ça un petit peu tout en gardant effectivement les points GitHub pour ceux qui sont déjà sur GitHub, mais on supporte aussi les autres, nomenclatures. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, ouais. Ah, je trouve ça fou qu'Anthropic, soit pas ouvert, au agent MD et soit bloqué avec CloudMD alors que ça fait des mois que Pourtant, c'est demandé ils font partout. des standards et qui marchent très bien, hein. Donc, Ouais, les skills, c'est eux, les MCP, c'est eux et pourtant, ouais, c'est le genre de petit truc, ouais, c'est tout à dommage. fait. Et il y a une autre question de Yanis, qui est justement, comment est-ce que tu fais toi pour créer des skills ou des standards pour Copilot? On verra on le fait avec Pacmind parce que nous on a des skills pour créer des skills et des standards. Mais Mmh. est-ce que toi tu vois d'autres manières de faire justement dans les entreprises? Il y a le fameux create skill, heu, je suppose qu'il doit être dans le coin. Qui vient d'Anthropic d'ailleurs, non? Voilà, exactement. Un des standards Heu, qu'ils ont pu faire. create skill, je sais pas s'il est Qui là. qui est d'ailleurs celui qu'on utilise chez Pacmind, qu'on a juste surchargé avec des capacités en plus, qui permet d'utiliser Pacmind. Mais en fait, on a utilisé le skill creator d'Anthropic, ouais. D'accord, je il est pas forcément ici, hein, je le vois pas Ouais, ici. Il doit être dans d'ailleurs, le ouais, il y en a répertoire, plusieurs. Anthropic, bien sûr. Heu, il est pas ici, mais en Petit tout cas, ouais, trick d'ailleurs sur les repos Anthropic de skill creator d'Anthropic maintenant contient des évaluations, un système de evaluate de skill avec des scénarios, qui ressemblent très fortement à ce que fait Tessel, si vous connaissez. Qui permettent justement de tester est-ce que le skill est bien découvrable ou pas. Donc, est-ce que il va bien être invoqué au bon moment. Et surtout, il permet de créer des scénarios avec du JSON pour faire des sortes de tests end-to-end sur les skills, pour dire bah, si je pose cette question, mon agent doit me répondre à peu près ça, grâce au skill. Et ça vous permet, si vous faites évoluer le skill, de voir si vos tests cassent ou pas. Donc, mmh, c'est encore en train d'émerger. Donc là, c'est lancé localement, etc. Donc, ça peut être assez coûteux. Mais il y a Tessel, par exemple, qui le fait à distance. Mais c'est aussi assez coûteux, puis c'est aussi émergent. Mais voilà, en tout cas, on est en train d'arriver, à mon avis, vers ce système de fiabilisation des skills, mmh. où on a des tests qui vont permettre de vérifier est-ce que j'ai le résultat que je voulais, quoi. C'est ça, là, c'est un exemple où, justement, c'est agentskill.io, je crois que c'est le standard, c'est qui est ici, avec la structure, donc comment les faire et surtout avec des bonnes pratiques aussi. C'est une bonne base déjà, après, ça dépendra, bien sûr de ce que vous voulez faire. Mais des petits exemples sympas, donc ouais, c'est la base. Pour moi, c'est ça. J'ai pas de il y a les skills elles-mêmes qui permettent de créer d'autres skills, mais ouais, c'est un bon point de départ. Et oui, il y a quelqu'un qui dit un truc très juste, ça permet aussi de voir si le skill est nécessaire ou pas et si, il a appris à faire sans. Parce qu'avec l'évolution des modèles, des fois, il y a plus besoin effectivement d'utiliser des skills pour tout. C'est Très un bien. bon point. Tu peux là, je vais te donner la main, mais pendant que je fais ça, hop. Effectivement, donc on parle de l'évolution des modèles et c'est vrai que c'est un point intéressant. Pourquoi? Parce qu'au début, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu Arthur, on poussait sur des instructions: «Allez, mettez tout dans les instructions, allez-y»,
Faites-vous plaisir et là, on s'est calmé. Heu, Complètement. je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, peut-être que c'était pas forcément les bonnes pratiques. On découvre un petit peu, ensemble, ces formats-là et surtout les modèles ont évolué. Des modèles plus grands, des modèles plus puissants qui vont savoir utiliser des outils, qui étaient pas forcément le cas au début. Des vraiment des LLM agentiques. Au début, c'était vraiment des LLM, questions-réponses, donc ils ont pas plus que ça et là, c'était plus important d'avoir des vrais contextes avec des instructions claires et surtout, qui sont tout dans la descrip dans le fameux fichier et là, c'est plus le cas. On a des modèles, avec, Codex, avec Opus, qui sont, super impressionnants. Ils font tout seuls, limite, voilà, ils voient l'arborescence tout seuls, ils comprennent tout seuls tout, voilà, limite sans instruction, ça pourrait marcher. C'est quand même conseillé d'en avoir pour essayer de donner du contexte au moins utilisateur et business, voir pourquoi on fait le projet. Mais d'un point de vue technique, il peut trouver tout seul, les commandes, à exécuter pour les tests et cetera. Exactement, ouais. Il y a besoin de moins d'instructions et à la limite de plus de skills. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans l'exemple, hein, on va plutôt créer des skills. Pour la démo du coup, l'idée c'est de se dire: on part d'un projet qui est le projet open source Placard, et qui permet de faire quoi? Bon, vous regarderez si vous voulez, justement il y a plein d'infos sur le projet. C'est un gros projet, je crois qu'il y a 6 000 commits. Pour autant, il y a un point GitHub, mais on voit qu'il y a pas de skill, il y a pas d'instruction, il y a rien dedans. Donc là, ça veut dire que si j'utilise Copilot sur le projet, donc là, c'est ce que j'ai ici, bah, il va se comporter de manière très, généraliste, donc il va devoir aller chercher tout seul et puis, si on passe par exemple sur du code legacy et que je lui demande de faire des modifications, il va juste appliquer, bah, le même pattern qu'il voit autour de lui. Donc en fait, il va me répliquer du legacy sur du legacy. Donc c'est assez important de le guider avec ses skills et ses instructions pour que, justement, si je passe sur du legacy, il va appliquer maintenant les bonnes pratiques et donc il va améliorer mon code petit à petit tout seul, en fait. Grâce aux instructions et grâce au contexte, le but, c'est qu'il puisse, bah, mieux comprendre justement ce que j'ai derrière. Alors, pour démarrer, du coup, ce que je vais faire dans mon cas, c'est que je vais utiliser Pacmine. Je vous mets le lien du repo open source, hop, ici. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est open source. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sur la page de la GitHub, je vais utiliser la version cloud. Donc ici, il y a les deux liens, la cloud ou self-hosted. Je vais utiliser la version cloud. Je vais créer mon compte que j'avais créé, webinar@pacmine.com. Je le fais vraiment en mode, je crée, le compte from scratch et on J'en va voir comment profite, ça hein, se pendant passe. que tu fais ça, c'est que je vois pas mal de clients, donc des entreprises et des grandes entreprises et c'est vrai que la 1re question qui vient à l'esprit, c'est comment je partage avec mon équipe? Comment, je mets à jour les skills? Comment je mets à jour les instructions? Parce que, quand on est solo, c'est très bien, c'est très bien les skills, c'est très bien les instructions, mais comment on fait, après pour les mettre à jour, quand le projet évolue et qu'on n'est pas tout seul? C'est ça la problématique, c'est que quand on est dans des équipes de 10, 20, 15, 100 personnes, c'est pas, chacun dans son coin, avec chacun ses instructions, parce que là, c'est un peu le Far West. Donc voilà et je pense que là, Tout à ça fait. ramène une bonne solution de standardiser, de centraliser. Et voilà, je vois ça très, très souvent et je suis content de t'avoir rencontré Arthur parce que voilà, à chaque fois on me demande des solutions. Malheureusement, GitHub a pas une solution centralisée pour l'instant. Bah, c'est pas le cas en tout cas. Mais en tout cas, Pacman, voilà, je pense que ça répond à ce besoin que je retrouve tous les jours. Tout à fait. Bah, c'est vrai que nous, avant Pacmine, ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur la capture et le partage de connaissances dans les équipes tech, l'onboarding de nouveaux développeurs, etc. Donc là, on fait juste la même chose, mais pour les agents IA. Et pour autant, c'est toujours une problématique assez complexe. Donc alors, comment ça fonctionne techniquement? Donc vous voyez, en fait, j'ai copié-collé mon truc d'installation, je pourrais le faire avec Brew, avec NPM. J'ai Pacman qui est installé maintenant sur mon poste et je peux lancer Pacman CLI init. Là, je vais dire qu'est-ce que j'utilise comme agent. Donc, vous voyez, je peux utiliser, par exemple, là, je vais utiliser GitHub Copilot, mais je pourrais dire que j'utilise aussi Cloud Code, par exemple. Je vais le faire juste pour la démo. Tu m'en veux Rakito pas, Copilote, s'il te plaît, ouais. hein. Tu m'en veux pas. Du coup, en faisant ça, ce qu'on voit, ce qui s'est passé là, justement, c'est qu'il y a des nouveaux dossiers qui sont apparus. Bon, il y a le dossier Cloud qui est apparu, mais on va se focaliser sur GitHub. Dans le point GitHub, j'ai un dossier skill qui est apparu. Et en fait, ici, on a des skills qui sont liés à Pacmine. Donc, en fait, on va expliquer à GitHub comment créer un skill pour Pacmine, comment créer un package, comment créer un standard, etc. Donc, tout ça, en fait, ça va être regroupé là-dedans.
Et ce que je vais pouvoir faire là, c'est dire à Copilot directement, que mon projet donc je n'ai pas précisé, mais le projet il est en Go et moi j'adore la clean architecture. Je ne sais pas ce que tu en penses Guillaume, mais alors là, le DDD, l'archi-hexa et j'aime bien dans le front utiliser de la clean archi et donc je voulais voir à quoi ça ressemblait la clean architecture en Go. J'ai trouvé cet article Medium qui est assez cool et donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est dire, bah, tiens, cet article, je le trouve intéressant. Et je vais demander à Copilot, create a skill based on this link, par exemple. Donc là, si je lui dis ça, ce qui va se passer, c'est que il va aller créer un skill. Et pour ça, en fait, ce qu'on voit, c'est que tout de suite, il me parle de PackMind. Alors que je ne l'ai pas mentionné. Je ne vais pas parler de PackMind. Mais en fait, il sait, grâce à ses skills, qu'il Mmh. va créer un skill avec PackMind. Donc Et c'est donc même là, pas il dans les va. instructions, c'est ça? Tu as pas dans les C'est même instructions, pas dans tu les as rien mis, instructions. c'est juste les skills, d'accord. C'est ça. J'ai rien du tout. Et en fait, derrière, vous voyez, il va aller regarder des skills tout seul. Read skill, PackMind Update Playbook. Donc ici, il va voir en fait ce skill PackMind qui lui explique ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit poser comme question à l'utilisateur, etc. Et donc, c'est en fait pas mal de choses qui vont m'aider dans le workflow pour créer un skill pertinent. Je vous passer tout le détail de ce qui se passe derrière. Mais vous voyez là, en fait, maintenant, il lit le fichier oups, PackMind Create Skill, là, le skill de création de skill. Et donc là, il va se lancer justement dans la création. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, en fait, il va aussi récupérer des informations sur mon projet. Donc, il ne va pas juste copier-coller ou paraphraser ce qui est dit dans cet article Medium. Bah, il va regarder en fait des fichiers de mon projet placard, il va regarder des trucs, il va regarder comment c'est fait. Et donc, comme ça, il va me donner un résultat qui correspond vraiment à comment est-ce que je pourrais migrer mon projet pour adapter la clean architecture basée sur ça, etc. Et donc là, il va me poser des questions, il va me faire des choses. Qu'est-ce qu'il me fait? Et son plan, c'est add a new GitHub Copilot skill under GitHub skill, etc. Là, 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 là. Enfin bon, je vais passer les détails, etc. Mais il va écrire son skill. Donc là, il est en train de générer son skill, normalement, generating patch, etc. Bon, on va le voir tout à l'heure. Donc ça enlève la Et complexité, dans une équipe ou un projet existant de dire: «Bon, on commence par où, pour écrire un skill? Est-ce qu'on prend un truc standard?» On peut prendre un truc standard, skill qui existe déjà, mais c'est vrai que c'est plutôt générique et donc là, ça c'est ça. génère spécialement un skill, pour ce projet-là, d'accord. Ouais, j'ai une question. Je n'ai pas compris comment il a réussi à savoir dans son contexte PackMind s'il n'a pas lu le skill avant. Alors ça, c'est de la magie. En fait, il me répond ça, mais en réalité, je pense qu'il a déjà son contexte avec justement des pré-skills chargés ou en tout cas le front matter des skills. Donc là, il avait le contexte de PackMind, je pense. Parce que pour le coup, c'est vraiment une nouvelle session. Là, j'avais rien du tout. Donc là, c'est de la magie de l'équipe technique de GitHub, à mon avis, derrière. Parce que là, on Alors, voit qu'il a lu GitHub, le ça évolue PackMind, pas mal, etc. hein, pour ceux qui sont pas au courant, maintenant, c'est des versions toutes les semaines. Mhm. Comme Palot est là et qui tous les 2 jours, ils ont des nouvelles versions. Donc, je vous invite à mettre à jour régulièrement. J'en profite pendant que ça tourne. Est-ce que c'est prévu dans le futur, côté GitHub, de pouvoir stocker les skills dans des sous-dossiers? Effectivement, c'est bien quand c'est bien rangé. Pas à ma connaissance, mais justement où c'est, en fait, dans GitHub, on a un repo au niveau de l'orga qu'on peut créer qui va stocker les custom agents. Malheureusement, pas les skills. Donc pour l'instant, c'est pas alors ça peut changer. Comme je disais, j'ai pas de roadmap, au-delà d'un mois, je pense. Ça peut évoluer en fonction des besoins, mais pour l'instant, non. Désolé. Tout à fait. Alors, il est en train de faire ça. Le temps qu'il me fasse. Ah bah non, il allait assez vite en fait. If you want the natural step, create a Pacmine package. Alors, là, ce qu'il va faire en fait, c'est que vu qu'il a le skill Pacmine, il est au courant que dans Pacmine, il y a un truc qui s'appelle des packages qui vont me permettre de publier ça justement à toute mon équipe. Donc, ça répond aussi aux questions qui avaient été posées. Ce qu'il me dit, c'est tailor the skill to placard specifically. Donc voilà, il est en train de me dire exactement ça. Il va faire un skill vraiment spécifique pour le projet placard, Quand tu parles de utilisant package, ce est-ce que repo. c'est l'équivalent des packages que j'ai montré tout à l'heure qui va packager les skills, les instructions, tout ça ou non? Alors, Si? c'est pas exactement la même chose parce que les plugins que tu montrais tout à l'heure, par exemple, tu peux pas, je crois, mettre d'instructions dedans. Tu peux mettre des Ouais, des custom agents, LSP, des des CMCP, tout ça, mais pas d'instructions c'est exactes. ça, c'est ça. Dans notre cas, en fait, on a des standards qui vont correspondre aux instructions que tu montrais. Donc un standard, a, différentes règles
Et dans chacune des règles, il y a un exemple de code positif, négatif. Donc ça reste aussi quelque chose qui est facile à maintenir et à gérer pour des êtres humains et pas uniquement pour les agents. Les skills, bah, ça ressemble aux skills. Effectivement, on a un skill sur le design system avec un front matter, etc. Et derrière, on a des packages qui vont permettre de distribuer tout ça. C'est-à-dire que je vais avoir un package front-end, par exemple, où je vais avoir tous mes standards, mes skills, etc. Et ça, je vais pouvoir le distribuer sur mes repos GitHub directement parce que je suis connecté, ou je peux les pooler à la manière d'un package NPM où je peux faire un pacmine install front-end et il va le récupérer. En attendant, qu'est-ce qu'il m'a dit? If you want, ah oui, oui, je lui dit, vas-y, go, 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 travaille. J'avais pas vu qu'il m'avait posé une question. Donc effectivement, là, il est en train de travailler et de faire ça. Ce qui se passe, c'est que une fois que j'ai mes packages, et cetera, je vais pouvoir les distribuer et on va gérer aussi, par exemple, la notion d'espace. Donc là, on est vraiment sur le scope de je suis dans une vraie entreprise, j'ai plusieurs équipes, j'ai toute une organisation et en fait, je vais avoir un espace global qui est l'espace de l'entreprise avec les skills de l'entreprise sur la sécurité, par exemple, l'accessibilité, et cetera, des trucs qui sont vrais un peu partout, que tout le monde peut aller récupérer. Mais ensuite, je peux avoir mon équipe back-end qui a son propre espace, avec ses propres standards, ses propres skills, etc. Et donc, l'idée, c'est plutôt qu'on fasse du bottom-up. Donc, c'est l'équipe back-end qui va, en discutant avec Copilot, créer des skills régulièrement à partir de ce qu'elle a vu, etc. Et ces skills, on peut les remonter au niveau entreprise. Donc, en fait, c'est vraiment chaque équipe qui vont travailler avec les agents et qui vont remonter des choses au niveau global. Mais on a vraiment cette séparation qui peut se faire par équipe et qui permet facilement de partager un petit peu tout ça. Bon, là, il est en train de faire ça. Le temps qu'il fasse ça, un autre truc intéressant, c'est la partie qu'on appelle context review. Donc avant, on avait la code review, où on redisait du code, et c'est toujours vrai d'ailleurs, pourquoi je dis avant. Donc il y a toujours la code review, c'est pour ça aussi que GitHub existe. Et à côté de ça, on a la context review qui est plutôt, on a des modifications qui arrivent sur ces fichiers skid, des fichiers de contexte, etc. Et là, ça peut être impactant parce que une modification, comme j'ai dit sur un skill, ça se trouve, c'est des milliers de lignes de code qui vont être générées, qui vont plus correspondre à ce qu'on veut. Donc, ça peut poser problème. Donc, ce qui se passe derrière, si je retrouve mon voilà, si je retrouve mon exemple ici, j'utilise GitHub Copilot et je suis en train de lui dire mets à jour ce composant front là qui est ici en utilisant notre design system. Il va le faire, donc il va lire le skill et l'appliquer. Et là, à ce moment-là, je vais lui dire rajoute l'accessibilité sur ce composant parce que tu ne l'avais pas mis avant. Donc là, je suis en train de lui donner du feedback. Je ne fais rien d'autre. Ce qui va se passer, c'est qu'avec un hook et avec notre skill qui s'appelle le update playbook ici, on va capturer que l'utilisateur a donné du feedback en disant il manque l'accessibilité sur ce truc. Et donc là, automatiquement, dans la partie context review, ici, dans la partie review change, là, on voit qu'il y a une mise à jour proposée pour le skill design system. Et donc, il me rajoute tous les concepts d'accessibilité, donc sur tout ce que justement il manquait pour ce composant, etc. Donc là, j'ai la structure du skill. Et ici, en tant que tech lead, je peux dire effectivement, j'accepte, je refuse ou j'édite cette modification. Et donc là, c'est une capture qui a été faite automatiquement. Donc l'idée, c'est que chaque semaine, à partir des feedbacks des développeurs, sur Cloud Cursor ou Copilot d'ailleurs, en fait, on va aller capturer comme ça des potentielles mises à jour qui vont être proposées. Et ce qui est bien, c'est que ça va marcher aussi à partir d'autres choses. Par exemple, des commentaires sur GitHub. Là, j'ai Cédric qui a mis un commentaire en disant attention, tu as mis la clé d'API dans le log qu'il y a ici, ce qui est vraiment pas bien, donc évite de faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une GitHub Action ici, et on est full GitHub, c'est beau. On a une GitHub Action qui est ici, qui va se lancer toutes les semaines, qui va regarder les commentaires qui ont eu lieu cette semaine et qui va regarder s'il n'y a pas des apprentissages intéressants sur les commentaires. Et donc là, on voit qu'il a bien identifié que Cédric avait mis ce commentaire-là, c'est catégorie bug prevention, etc. Et en fait, ici, il a utilisé un skill pour appeler la CLI de PacMiner. Je suis désolé parce que pour moi, c'est très clair, mais ça va un peu dans tous les sens. Mais en fait, en gros, là, c'est une GitHub Action qui utilise un skill, qui va regarder les commentaires et qui ensuite a la capacité d'appeler Pacmine CLI pour mettre à jour le standard. Et donc, en fait, dans la partie qui est ici, je vais avoir une proposition de changement et ça va me dire, justement, ici, alors c'est même plus exactement celui-là, c'était celui-là, ça va carrément me créer ici un nouveau standard avec les différentes règles qui sont liées justement à la gestion d'API. Et ce qui est marrant, c'est que ce système-là, en fait, c'est open source, hein, cette partie-là.
avec différents skills justement pour cette capture automatique. Et on voit qu'en fait, on peut se brancher à Confluence, à Notion, à Slack, à Sonar, et cetera. Et donc là, par exemple, on a un autre use case où on se branche à Jira. On regarde tous les bugs qui sont arrivés dans la semaine. Là, par exemple, il y avait un problème avec JWT. Et ce qu'on peut voir, c'est que avec ce bug-là, on avait mis la root cause du bug et on avait dit pourquoi ça plantait. Et là, c'est grâce au serveur MCP pour le coup. On se connecte en MCP à Jira et automatiquement, ça va me proposer un changement ici. Ça va me dire depuis Jira, depuis l'issue qui s'appelle Can, machin. Voilà ce que je te propose, de rajouter une règle dans ton standard existant parce que là, il te manquait cette règle-là. Et ça, on l'a aussi avec des discussions Slack. On peut se connecter, par exemple, à Slack ou à Teams et on peut dire, bah, tiens, là, depuis telle conversation Slack ou Teams, j'ai vu qu'il y avait un thread où vous parliez des timeouts sur les requêtes HTTP. Eh ben, il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas bien de faire ça ou de faire ça de cette manière, etc. Et donc là, il va me proposer du coup un standard avec des règles basées sur ça. Donc Et ce qui est intéressant, concrètement excuse-moi, et ça permet ouais, vas-y, de vas-y. faire vivre les skills et les instructions dans un projet existant, au fil de l'eau, c'est ça? Au lieu de manuellement aller chercher dans les skills, et d'y penser déjà, une fois qu'on a corrigé quelque chose, d'avoir un feedback et de manuellement aller dans les skills, les modifier. Là, il y a pratiquement rien à faire à part valider le fait qu'on a trouvé un feedback, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il reste la validation manuelle où chaque fin de Mmh. semaine, par exemple, on peut se réunir entre tech lead et puis, voir les modifications proposées et les valider. Mais en fait, l'idée, ça vient du craft, ça vient du lean, justement. C'est, quand on a un bug, on devrait apprendre quelque chose de ce bug et on devrait faire en sorte que notre agent génère du code qui ne risque pas de reproduire ce bug la semaine prochaine. Vous imaginez un agent copilote qui génère du code et puis, en fait, chaque semaine, c'est le même bug qui revient, c'est une catastrophe. Donc évidemment, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que chaque semaine, les agents IA que j'utilise peuvent être meilleurs que la semaine précédente. Et en fait, maintenant, c'est assez simple de le mettre en place parce que ça coûte rien en fait, ça, de créer des skills, de les partager, puis de les lancer en GitHub Action, etc. Enfin, clairement, il y en a pour 1 heure de config pour se brancher partout. Et vous êtes sûr justement d'avoir tout le système qui est cohérent et qui s'améliore petit à petit. Donc effectivement, moi je trouve ça plutôt cool d'arriver là-dessus. Et ça permet justement de tout faire, ouais. Et c'est moi, je Alors trouve je que c'est regarde intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme la documentation. On va écrire la documentation, puis après, elle est jamais à jour. On a ouais, connu ça, tout à hein, fait. c'est classique. Et ouais, je pense que ça résout un vrai problème quand même, hein, parce que on sait tous comment ça se passe, hein. Il faut quelqu'un l'a créé une fois, c'est très bien, mais voilà, maintenant qui le maintient? Alors, personne n'est volontaire, bien sûr, personne n'a le temps pour faire ça. Donc ouais, non, c'est super intéressant. Tout à fait. Et tu vois là, donc il a fini de travailler, donc il m'a, créé le skill et cetera, où je lui avais dit go parce que j'aurais pu regarder, hein, ce qu'il avait fait avant quand même. Et donc là, on voit qu'il m'a créé localement un skill, Go Clean Architecture avec le skill qui est ici. Oui, c'est pas du petit skill, hein, pour le coup, c'est assez complet. Donc il y a plein de choses. Il m'a Front même fait Matter, c'est donc quoi un alors? Ah oui, c'est pas ça. c'est quoi? Le front matter, donc le header du markdown, quand tu vas au Use début du when fichier c'est markdown, exactement. si tu je sais pas si on peut le partager. Voilà, Ouais, donc là, c'est tu ce as qu'il une y a ici là, description et c'est ça qui va être chargé à chaque fois. C'est ça. c'est ça. Donc voilà, faut relire, je Entity, pense use ça comme case, ça, port, Advanced adapteur, et Injections, cetera. OK. Effectivement, c'est en clean C'est ça. architecture, effectivement. Ouais. Et puis tu vois, il y a même, layering guide qui est mis à Mmh. côté et cetera. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, donc là, il me l'a fait localement, mais on voit qu'il a utilisé la CLI de Pacmind pour le pousser de l'autre côté. Si je vais dans les skills, pourtant, il n'est pas là. Si je vais dans les standards, il n'est pas là. C'est pas que la démo a foiré, c'est qu'en fait, maintenant, quand on crée un skill comme ça arrive dans la partie review change. Toujours pareil parce que c'est, comme une pull request, en fait. Ce truc-là, il a été envoyé et c'est même hors du projet parce que là, je suis dans un projet en particulier, mais en fait, là, je l'ai envoyé dans Pacmine. Donc, si ça se trouve, ce skill-là, il va pouvoir être utilisé même par plusieurs projets. Donc là, j'ai un nouveau skill qui a été créé, qui est celui-là, avec ses fichiers de référence, etc. Et donc là, si je l'accepte, ce qui va se passer, c'est que ça va partir dans la partie skill. Ici, j'ai bien mon skill. Et donc là, si on veut aller plus loin, en fait, j'ai mon package placard. Et donc là-dedans, je vais pouvoir dire, dans le package, je vais rajouter par exemple mon skill Go Clean Architecture et puis je vais en faire d'autres, etc. Et une fois que j'ai mon package, en fait, un autre projet ou une autre équipe peut le récupérer, etc. Et donc là, à partir de ce moment-là, il va être mis à jour tout seul
S'il y a quelqu'un qui fait des modifications sur la clean architecture, et cetera, ça va, le changer et puis le mettre dans la partie review changes. Et donc il y a la même chose pour les instructions aussi ou là, c'est que pour les skills? C'est pour les instructions, c'est la même chose, ouais. C'est tu vois dans l'exemple, que j'avais ici, en fait, on a un mélange de standards, enfin les instructions, c'est ce qu'on appelle nous les standards, parce qu'on a aussi utilisé un autre terme. Mais voilà, on a les standards, les skills et on avait même les commandes, tu vois, qui pouvaient être modifiées. Mais comme on disait tout à l'heure, les commandes, on va sûrement les déprécier Mmh. et ça va être tout mergé dans les skills pour plus de simplicité. Il y aura les standards et les skills, c'est tout. Ce sera quand même plus clair. Ouais, pour simplifier, c'est pas mal. C'est vrai que ça peut porter à confusion déjà entre les différents outils, c'est différentes nomenclatures. Donc ouais, ça peut être, une bonne chose à faire comme ça pour simplifier et justement, encore une fois, si vous commencez sur un nouveau projet, là, on a parlé de skills, voilà, commencer simple, heu, avec déjà des instructions qui sont simples elles-mêmes et avoir la documentation aussi. Alors, on n'en a pas parlé, mais on revient sur des besoins classiques d'un projet, mais il faut de la documentation. Qui C'est ne sont vrai, pas des instructions, c'est vrai. encore une fois. Donc c'est autre Non, autre chose, mais voilà, ça fait partie de la base dans un projet sur lequel on veut commencer avec de l'IA, c'est avoir de la documentation à jour. Utilisez l'IA pour le faire, utilisez Copilot pour le faire, un autre outil. Vous n'êtes pas tout seul, donc mettez-la à jour. Ensuite, automatisez si besoin la mise à jour de ces docs, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va être la base pour les IA et les LLM pour faire votre code. Donc si la doc est pas à jour, il peut se tromper. Pensez-y. il y a une question d'Yanis qui dit, quid de demain, l'évolution des modèles? Imaginons, on a des modèles de plus en plus puissants. Alors, il y a plusieurs articles qui sont sortis justement qui mettent en avant le fait que même si le modèle devient ultra puissant, il y aura toujours besoin de ce harness engineering, context engineering, parce que les modèles ont pas tout le contexte qu'on a derrière. Donc, si on leur donne des mauvaises instructions ou qu'on gère mal des cas de test, des choses comme ça, il peut être aussi bon qu'il veut. Tant qu'il n'a pas l'intelligence humaine et toutes les connaissances qu'on a effectivement du contexte, je ne vois pas comment ce sera possible. Par contre, ce que tu dis Yanis, bah, tu vois, enfin, ça s'est déjà produit, je trouve, et ce que tu disais Guillaume, hein, Mmh. sur la partie, standard, quoi, les custom instructions. Avant, on avait à décrire toute l'architecture du projet, les détails de chaque truc et cetera, sinon il était complètement perdu. Bah, maintenant, je vois qu'on a presque plus besoin de le faire, en fait. Tu mets Avec vraiment le Codex en minimum. plus, ouais, ça change complètement. C'est comme avoir une rockstar développeur dans son équipe, hein. Faut lui donner un minimum de contexte, lui dire où est la doc, voilà comment c'est configuré le projet, voilà ce que tu dois faire. Mais tu as pas besoin il va chercher par lui-même la documentation, il va chercher, enfin la documentation plus avancée et cetera. Donc c'est ouais, c'est un peu l'équivalent pour moi. Au début, on parlait d'un développeur junior pour faire des tests. C'est vrai que maintenant, on est sur presque un super développeur, mais il faut quand même lui donner un petit peu des instructions quand même, un minimum et quelques skills en plus qui sont spécifiques aux équipes en général. Tout à fait. Juste, d'ailleurs pour, partager un petit peu à l'avance, on a un webinar aussi la semaine prochaine qui va suivre un petit peu ce sujet, qui va parler de harness engineering et là, on va pas parler de ce qu'on met en amont avec les instructions et skills, on va parler de ce qu'on fait en aval, donc après que le code soit généré et on va parler d'un truc super intéressant qui revient à la mode, qui est de mutation testing. Donc on va parler de property based testing, de mutation testing, de test driven development aussi. Euh, et en fait, le mutation testing, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique qui nous permet de vérifier la fiabilité des tests. Donc en fait, on est en train de tester, est-ce que les tests sont pertinents et font des choses réelles? Parce que si, enfin, aujourd'hui, bon, on l'a fait avec Copilot et Claude, hein, mais si vous dites à Claude ou Copilot, augmente la couverture de tests de mon projet, vous allez voir que vos tests, la plupart du temps, ne vont pas servir à grand-chose, mais vous allez bien avoir 100% de couverture de tests. Par contre, vous lancez un outil de test permutation derrière et vous vous rendez compte que la couverture est catastrophique et que même si le code change, les tests vont continuer de passer. Donc là, c'est intéressant de voir que j'allais dire, ces anciennes pratiques, c'est horrible parce que justement, enfin, tout le monde essaye de pousser là-dessus, mais personne ne le fait parce que c'était trop compliqué à mettre en place. Maintenant, avec l'IA, c'est plus facile de le faire et on se rend compte que ça nous permet aussi de fiabiliser tout le code qui est généré par ces IA et de gagner en confiance là-dessus. Et je pense que voilà, tu es sûrement aligné, Guillaume, mais si on veut vraiment progresser sur la productivité, il faut qu'on arrive à avoir confiance dans ces agents qui travaillent avec nous et éviter d'avoir trop de vérifications à faire surtout et de ne pas avoir confiance, etc. C'est ça, là, il y a les tests, la sécurité elle-même, hein, donc l'analyse du code statique, ou autre, ça fait partie maintenant des process à mettre en place de manière obligatoire, je pense.
Tout à fait, ouais, tout ce qui est linter, en fait, tout ce qui sort un petit peu de ce qu'on a juste avec l'IA, mais tout ce qui est linter et cetera, c'est super important aussi. Par contre, si on n'a pas bien précisé le contexte avec les skills et cetera en amont, bah, on sait très bien que ça va casser dans tous les cas, on va avoir cette boucle qui va pas fonctionner. Donc ouais, super important de regarder tout ça. D'ailleurs, ça me rappelle un article que je vais vous partager ici sur le harness engineering justement de Birgitta, sur le blog de Martin Fowler où justement elle parle vraiment de ça, de cette boucle d'apprentissage, de comment est-ce qu'on peut faire pour que les agents soient meilleurs qu'avant. Et en fait, elle dit exactement ce que tu disais, Guillaume. Ben, il faut préciser justement la structure du projet. Il faut utiliser des choses comme ArchUnit pour regarder de manière structurelle est-ce que le projet est cohérent, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'articles maintenant sur le harness engineering. Avant, je ne prononçais pas ce nom parce que déjà, contexte Ouais. engineering, c'était nouveau. Et là, maintenant, ça y est, on y est passé. Et je vois beaucoup de choses passer sur le harness engineering. Ce qui est très bien, ce qui est très, très bien. Parce que voilà, on va progresser très, très vite, je pense, avec les équipes sur la qualité du code général. Ouais, ça évolue tout le temps, toujours des nouveautés, toutes les semaines, tous les mois. Je pense qu'il y a du contenu à faire, hein, et pas mal de choses à partager. On pourrait faire un Heu, webinaire comme ça toutes les semaines. ouais, il y a Tout à fait. tellement de choses à dire. Beh, merci encore une fois, Guillaume. On a un peu explosé le chrono, mais bon, Merci il y à avait toi, beaucoup de choses à dire. Merci à toujours, toutes et à tous pour vos questions. Et puis, merci. effectivement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume, si jamais il y a des gens qui ont des questions supplémentaires? Alors, plusieurs endroits. Déjà, le Devox, s'il y a des gens qui passent au Devox, j'y serai aussi. Ah oui. D'ailleurs avec toi aussi d'ailleurs. Et Ouais, on après on aura a un des stand côte à webinaires, côte. ouais, on aura des webinaires avec Microsoft aussi, c'est mensuel. Alors j'ai pas forcément le lien ici, mais en tout cas, voilà, cherchez un petit peu Microsoft, Copilot Office Hour. C'est tous les mois, donc avec, moi et mes collègues. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi et bah, on se recroisera sur des événements ou autre part. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci à Arthur pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir et Avec grand plaisir. On avait eu Tug il y a quelques ouais. semaines justement pour parler d'un sujet assez proche. Mais du coup, c'est génial parce que je vois chaque semaine que c'est des questions qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et j'ai bien aimé tes réponses qui sont pas trop dogmatiques en disant il faut faire absolument ça ou ça. Bah, ça marche plus ou moins. Par contre, il y a Malheureusement, il y des a pas bonnes de ouais. pratiques à avoir. Si seulement c'était aussi simple que faire ci, faire ça, on n'y est pas encore. Tout à fait. Ben, merci encore une fois, Guillaume. Merci à toi, Merci à merci tout tout le le monde. monde et à bientôt. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Au revoir.